Donc ici, le stade olympique, oui, Georges Decaune, pour cette demi-finale du tournoi olympique de football qui oppose l'équipe du RSS qui accueille la balle, qui joue à gauche sur votre écran, maillot rouge ou un maillot sombre si vous n'avez pas la couleur, à l'équipe de la République démocratique allemande qui joue en maillot blanc. Le match a commencé maintenant depuis 30 secondes environ et ce sont les soviétiques qui ont la balle. C'est une demi-finale, l'autre demi-finale à la même heure mais à Toronto oppose l'équipe du Brésil à l'équipe de Pologne qui détient le titre olympique. Alors vous voyez les Allemands là qui attaquent par le numéro 7 Heidler. Mais nous sommes au milieu du terrain, donc pour l'instant il n'y a pas trop de danger de but. Et là un fauchage du numéro 8 allemand Hafner par un soviétique. Que dire de ces deux équipes sinon que ce sont les meilleurs dans leur pays? Et oui, c'est cela le tournoi olympique. Il y a des équipes comme l'équipe de France, l'équipe d'Italie qui n'était d'ailleurs pas qualifiée, l'équipe d'Allemagne de l'Ouest qui présentent leurs équipes amateurs, alors que la Pologne, l'URSS et la RDA présentent leur meilleure équipe. C'est ce qui fait que ce tournoi est un peu disproportionné, alors que ce coup franc va être tiré sans doute par le numéro 6 Locke. Oui, voilà qui tire, mais le soviétique s'est avancé un peu trop tôt. L'arbitre, on n'a rien dit. L'arbitre, monsieur Dorantes. Ce sont les soviétiques maintenant qui attaquent. Dans cette équipe de l'URSS, les téléspectateurs français reconnaîtront au passage de nombreux joueurs. Là, le numéro 8, c'est Onichenko, précisément, car il y a de nombreux joueurs de l'équipe du Dynamo de Kiev qui, cette année en Coupe d'Europe, a rencontré Saint-Etienne, alors qu'on remontre au ralenti le coup franc tiré par Locke. Et oui, il y a de nombreux joueurs du Dynamo de Kiev, il y en a 11 exactement, enfin parmi les 17. Aujourd'hui, tous les 11 ne sont pas sur la pelouse. Vous savez que Saint-Etienne, en quart de finale, avait éliminé le Dynamo de Kiev. Eh bien, on retrouve la plupart de ces joueurs, notamment Blokin, le numéro 11, la vedette de cette équipe, aussi Kolotov, le numéro 9, Onitchenko, que vous venez de voir, le numéro 8, sans oublier les Bouriak, le numéro 12, les Reshko, numéro 5, Matvienko, le numéro 3, et Fomenko, le numéro 4. Voilà donc cette équipe du RSS est très forte, ainsi que la RDA, qui, ne l'oublions pas, a éliminé la France en quart de finale par 4-0. Mais ce tournoi olympique de football, c'est un peu la lutte du pot de terre contre le pot de fer, le pot de fer des équipes de l'Est. Tous les joueurs là-bas sont amateurs, même s'ils gagnent pas mal d'argent en pratiquant le football, alors que dans les pays de l'Ouest, je pense à l'Espagne, à l'Italie, la France, l'Allemagne, qui sont des fiefs du football, les Pays-Bas, eh bien, on n'a pas le droit d'aligner des professionnels, ce qui fait qu'évidemment, les chocs sont un peu déséquilibrés. L'équipe de France olympique était très forte, certes, mais ce n'était pas les meilleures équipes françaises. Elle s'est distinguée au cours des poules éliminatoires, et puis elle est tombée contre la RDA, et bien entendu, elle a perdu par 4-0. Quant à la Pologne, vous le savez, elle avait terminé 3e de la Coupe du Monde gagnée par l'Allemagne à Munich, et elle est ici, bien sûr, la grande favorite de ces Jeux Olympiques, car il y a pratiquement les mêmes joueurs qu'à Munich, sauf Gadora, qui joue au football en France, qui est passé professionnel. Là, ce sont les Soviétiques qui attaquent. Un football très rapide, et les gardiens de but auront une tâche difficile aujourd'hui, car, nous n'oublions pas, la pelouse est très glissante, car il a beaucoup plu aujourd'hui sur Montréal. Alors que vous voyez en action le numéro 5, Kurt Jouvait. Ces Allemands de l'Est qui, à Munich, avaient réussi un résultat historique en battant l'Allemagne de l'Ouest par 1-0 en poule de qualification. Mais ensuite, les Allemands de l'Est avaient un peu faibli et ils ne participent pas aux demi-finales. Pour l'instant, donc, après 5 minutes de jeu, toujours 0-0 entre l'Allemagne de l'Est et l'URSS. L'URSS qui, en quart de finale, a eu bien du mal à se qualifier, puisqu'elle n'a battu l'Iran que par 2-1. Et auparavant, elle n'avait triomphé du Canada que par 2-1 également. Elle avait un peu déçu ici les spectateurs du stade olympique de Montréal. Heureusement, je pense qu'aujourd'hui qu'il n'y a pas eu d'athlétisme sur ce stade olympique, car avec la pluie, les performances n'auraient pas été excellentes. Il y a environ 40 000 spectateurs dans un stade qui peut en contenir 72 000. C'est beaucoup pour le football au Canada. Le soccer, ici on dit le soccer, qui est un sport pratiquement méconnu, mais que l'on redécouvre à l'occasion de ces Jeux Olympiques.
Pour l'instant, ce sont les Allemands qui dominent, mais c'est l'URSS qui a la balle. L'arbitre, M. Dorantes, alors que vous voyez là en gros plan, Veremeev. Veremeev, un attaquant de l'équipe du RSS, du Dynamo de Kiev lui aussi. Blokin, qui a voulu donner la balle à Onichenko. À Blokin, Onichenko, ce sont deux compères qui se passent souvent la balle. Kolotov, le numéro 9. On retrouve pratiquement l'équipe du Dynamo de Kiev. En tout cas, la ligne d'attaque avec Onichenko, le numéro 8, Kolotov, le numéro 9, Veremeev, le numéro 10. Et là, vous voyez M. Buchner, c'est l'entraîneur de l'équipe de la RDA. Pour l'instant, c'est un peu le round d'observation. Il n'y a pas eu d'action dangereuse, alors que c'est Trochkin qui a donné la balle en avant. Il est curieux d'ailleurs de constater que cette rencontre, qui est une demi-finale, oppose les deux équipes qui, à Munich, avaient disputé la médaille de bronze, alors que vous voyez en action Veremeev. Un tir de très loin. Oui, il a raison, Veremeev. Un tir de 30 mètres environ, mais la pelouse étant glissante, ce genre de tir peut surprendre le gardien de but. C'est Kroy qui garde les buts pour la République démocratique allemande. Je disais donc que ce match est la revanche du match de classement pour la médaille de bronze qui avait eu lieu dans le stade olympique de Munich et qui avait fait scandale à l'époque. Corner pour la RDA. Et oui, car les Soviétiques et les Allemands de l'Est n'avaient pratiquement pas joué. Disons qu'ils avaient plutôt joué le match nul. Car en cas de match nul, les deux équipes avaient la médaille de bronze. Alors après tout, c'était une bonne affaire. Une médaille de bronze pour l'URSS, une médaille de bronze pour la RDA. Mais le public qui avait payé ses places dans le stade olympique de Munich n'était pas content et n'a pas arrêté de siffler pendant tout le match. Un nouveau corner donc pour la RDA. Dégagement au point de Astapovski. Toujours les Allemands qui ont la balle, tirent à côté, complètement raté par Lauk. Mais là, bien sûr, il s'agit de se qualifier pour les demi-finales. En cas de match nul, il y aura une prolongation. Il faut qu'il y ait un vainqueur. À Munich, c'était la Pologne qui avait remporté le titre olympique. La Pologne qui aujourd'hui rencontre le Brésil. Le Brésil est la seule équipe, disons, qui n'est pas la meilleure dans son pays. C'est celle que nous avons vue au tournoi de Paris, organisé par Paris Saint-Germain. C'est une équipe très séduisante, mais qui a fort à faire aujourd'hui à Toronto avec l'équipe de la Pologne. Et vous aurez, je pense, un peu plus tard dans la soirée, un compte-rendu de cette rencontre par Pierre Cangioni. Alors que c'est Dorner là qui attaque, qui a donné la balle à Lauk, qui est l'homme du milieu du terrain, l'organisateur Lauk, le numéro 6 de cette équipe de la RDA. Pour l'instant, il n'y a pas eu un tir au but dangereux. Certes, un tir d'Onichenko de 30 mètres, mais il en faut quand même davantage pour tromper Kroy. Ah, une faute commise par Dorner. Un coup franc situé à environ 30 mètres des buts gardés par Kroy. Blokin, numéro 11, Blokin, qui a près de lui le numéro 12, Buriak. 30 mètres environ, mais avec cette pelouse glissante, il ne pleut plus maintenant, mais enfin il a beaucoup plu tout cet après-midi. Voilà, c'est Blokin qui tire nettement au-dessus. Et vous voyez que les ramasseurs de balles ont des imperméables, alors que nous revoyons ce tir de Blokin. Il a trop enlevé sa balle. Son pied d'appui n'était pas assez près du ballon. Dorner, qui donne à son ailier. Weber.
Un coup franc là tiré par les RDA. C'est un petit corner. Coup franc tiré par Hafner. Le danger s'éloigne, mais pas pour longtemps. Ce sont toujours les Amandelès qui gardent la balle par Dorner, qui est décidément très offensif. On cherche l'ailier gauche, qui est en l'occurrence Kolotov. Et les gauches nominales. Une passe de Minaev. Minaev veut effectuer la remise en jeu, mais l'arbitre lui signifie que c'est une touche en faveur de la RDA et c'est Gourjouvait. Toujours Dorner, très offensif pour son compère Lauk. Ah, une tête plongeante de Fomienko. Et un coup franc pour la RDA, un nouveau coup franc. Pour l'instant, ce sont les Allemands qui dominent. Là, c'est Schad. Qui préfère laisser la balle à Lauk. Un tir terrible, mais à côté. Toujours 0-0 après 12 minutes de jeu dans cette demi-finale qui oppose l'URSS à la République démocratique allemande. Vous voyez ce coup franc. On a cru un moment que la balle se dirigeait vers le but, mais non. Elle est passée nettement à côté des buts gardés par Astapovski, qui dégage. Et le numéro 3 allemand Dorner, c'est le libéro. Car des deux côtés, on joue avec un libéro, bien entendu. C'est le football moderne. C'est lui qui a la balle. Pour Tichet. Et maintenant, c'est Gourjouvait. À nouveau, Dorner. Au milieu du terrain, dans le football moderne, on laisse un peu les joueurs s'exprimer. Ce n'est pas très grave. Là, les Soviétiques ont réussi tout de même à prendre la balle. Ah, longue passe en avant, mais avec le terrain glissant, elle va directement dans les mains de Kroy, Jurgen Kroy. Et à nouveau Dorner, qui est au départ de toutes les actions. Ensuite, il donne la balle à Lauk, le numéro 6. C'est classique chez les Allemands. Et puis maintenant, Gourjouvait, qui cherche son ailier. Blokin, là, qui a donné volontairement la balle à Heidler. Ah, ce match s'annonce très serré. Ce serait surprenant qu'il y ait de nombreux buts. Une attaque de Tichet, tout de suite contrée. Et c'est Dorner qui contrôle la balle. C'est normal, il n'a pas d'adversaire et toujours il la donne à Lauk. C'est un scénario bien réglé chez les Allemands. Gourjouvait. Alors, mauvaise passe, on cherchait l'ailier gauche Hoffmann. Ah, une attaque soviétique qui peut être dangereuse, car les Allemands étaient à l'attaque. Oui, c'est un centre de Minaev, complètement raté. Dégagement de Hafner. Ah, ça va très vite. Vous voyez, il y a quelques instants, c'était le bus de Kroy qui était en danger. Maintenant, c'est Astapovski qui dégage. Alors que le soleil est revenu ici sur le stade olympique. Enfin, on ne le voit pas sur le terrain à cause du toit des tribunes. Mais disons que côté tribune opposée, les spectateurs sont aveuglés par le soleil. Puis vous voyez la marque après un quart d'heure de jeu. Allemagne de l'Est 0, URSS 0. Alors que c'est Gourjouvait, toujours lui qui a la balle. Au milieu du terrain, on voit surtout Gourjouvait et Lauk qui organisent le jeu.
Mise en jeu effectuée par Weiss. Encore un vieux briscard, Weiss. Il était de l'expédition à Munich, en Allemagne, pour la Coupe du Monde de football. Et un coup franc, oui, un fauchage de Matvienko qui était passé à l'attaque. Qui va tirer le coup franc cette fois-ci? Peut-être un carton jaune. On revoit l'action. On revoit l'action. Ah oui, intervention vraiment très décidée. On peut dire qu'elle est virile, irrégulière. En tout cas, Monsieur Dorantes, le Mexicain, donne un avertissement à l'Allemand Dorner. Et c'est un coup franc pour les Soviétiques. À 25 mètres environ, début gardé par Croy. Pas de problème pour lui. Contre-attaque des Soviétiques. Bouriac. Du centre pour Blokin. Eh oui, mais Blokin a fort à faire avec Kish. Il se fait prendre la balle, mais ce n'est pas perdu pour les Soviétiques qui contrôlent à nouveau. Intervention à la limite de la régularité de Schad. Schad, à l'allemand, veut dire dommage. Et on siffle un coup franc contre Schad, oui. C'est lui qui est blessé, c'est lui qui est à terre, mais c'est lui qui a commis la faute. Voyez, nous allons d'ailleurs voir cette action. Voyez, Schad qui intervient assez violemment sur le soviétique Zviagintsev. Coup franc donc en faveur des soviétiques qui a été tiré pendant ce ralenti. Alors que là vous voyez en action l'arrière Weiss. Schad, on vous a montré Schad, le coupable. Ça veut dire dommage en allemand. Ben, dommage qu'il ait commis cette faute. Et décidément, Dorner est très entreprenant. C'est le libéraux, mais il monte souvent à l'attaque. C'est normal, puisqu'il est libéraux, c'est donc qu'il est libéré. Alors que beaucoup de libéraux sont contents de défendre, de commalter les brèches, et bien lui, il attaque. C'est le rôle véritable, finalement, dans le football moderne, de ce qu'on appelle un libéraux. Voilà, on serve pour l'instant, car depuis 20 minutes, il n'y a pas eu un tir dangereux. Il faut dire que ces deux équipes se connaissent très bien. Lauck, le numéro 6, je vous l'ai dit, c'est le meneur de jeu. L'organisateur de l'équipe allemande au milieu du terrain avec Kurt Juvait, le numéro 5. Pour l'instant, c'est un peu le round d'observation entre deux équipes qui se connaissent bien, qui se craignent. C'est un nouveau corner pour les Allemands, un corner qui va être tiré par Love. Wolfram Love. Dans l'ensemble, il y a quand même une légère domination allemande. Attention à ce tir. Oh, de très peu à côté. Le tir terrible de Hoffmann. Martin Hoffmann. J'espère que nous reverrons ce tir au ralenti. Et voilà, c'est fait. Vous voyez Martin Hoffmann qui reprend de voler. Et malgré le plongeon d'Astapovski, eh bien, le but aurait sans doute été réussi. Car c'est passé très près du poteau. Blokin, de la tête. Cherche Veremeev. Oui, une faute, oui. Une faute de Kolotov. C'était Kolotov. Sur l'arrière allemand, Weiss. Kurt Juvait. Pour son ailier gauche, Hoffmann. Nouveau corner pour l'équipe de la RDA qui domine, mais qui domine sans être vraiment dangereuse. La RDA a obtenu de nombreux corners alors que c'est Hoffmann, Martin Hoffmann qui va tirer ce corner.
Toujours Hoffman. Pour l'inlassable Dorner, il est partout. Dorner, le numéro 3. Et c'est maintenant Quiché. Oh la toile, deuxième toile. Ah, c'est un festival. Deuxième toile, une toile de Reshko et puis ensuite une toile de Madjenko. C'est bien que la balle est un peu glissante alors que là on voit une supportrice, je ne sais de quelle équipe. Peut-être une Canadienne après tout. C'est bien joué ça. Mais Madjenko intervient. Et les soviétiques se dégagent. On cherche la tête de Blokin. On la trouve, mais à l'arrivée, c'est quand même Quiché qui a la balle. Remise en jeu effectuée par Troshkin. Les soviétiques n'arrivent pas à trouver la faille dans la défense allemande. Encore ce fameux Dorner, il est partout, à droite, à gauche, à l'avant, en arrière. Une bonne passe sur l'aile de Lauck. Un fauchage là. Oui, toujours 0-0, nous rappelle l'ortho après 23 minutes de jeu. Les Allemands dominent, mais pour l'instant, il n'y a pas eu une action dangereuse. Si, peut-être tout à l'heure, le titre de Hoffman, qui est passé très près des buts gardés par Astapovski. Ici, on aime bien montrer les remplaçants et les managers. Vous voyez Hoffman, il est aux prises avec deux soviétiques. L'un des deux a commis une faute. Il s'agissait de Troshkin. Et c'est un coup franc, une sorte de corner. Et la différence du corner, bien entendu, c'est qu'il peut y avoir hors-jeu. Et c'est Hoffman qui va le tirer, Martin Hoffman. En retrait, ça peut être dangereux pour Dorner. Ah, un tir terrible. Mais au-dessus. Nous voyons ce coup franc de Hoffman. Et la reprise de volée de l'Allemand, nettement au-dessus. Pour l'instant, les attaquants sont très imprécis. Il n'y a presque pas eu de tir dangereux. Alors que vous voyez en gros plan le numéro 3, Dorner, qui pour l'instant est la vedette de ce match. Il est excellent en défense et il va souvent à l'attaque. Hans-Jürgen Dorner. Soviétiques maintenant qui sont dans le camp allemand. Oui, poussé dans le dos. Poussé dans le dos de M. Onichenko. Hafner. Ah, très bonne passe. Au centre, ça peut être dangereux. Heureusement que Madjenko a mis en corner. Ah, les Allemands dominent au nombre de corners, ça c'est certain. Voilà, on dégage un peu n'importe comment. Cela va être une touche. Et la remise en jeu est effectuée par Kourjouvait, qui est à droite maintenant. Tout à l'heure, il joue à gauche. Contre-attaque des Soviétiques. Peut être dangereuse, car Onichenko, vous le savez, et Blokin sont très dangereux sur contre-attaque. Ils sont très rapides. Oh là là, pour Blokin, qui rate complètement son tir. Mais on arrive de l'arrière. Reshko. Remise en jeu effectuée par Troshkin.
Les Soviétiques qui sont maintenant un peu dangereux. Veremeyev, le numéro 10. Il porte le même numéro, je pense, que dans l'équipe du Dynamo de Kiev. C'est encore Troshkin qui s'est fait prendre la balle, mais qui la récupère. Non, c'est Veremeyev. Une touche. Voilà, les Soviétiques qui deviennent un peu dangereux après avoir été dominés. Et on nous montre la foule. Ici, il y a maintenant bien 45 000 spectateurs. Je pense que c'est le record qui va être battu pour un match de football. Oh, complètement raté, là, ce centre de Veremeyev. Pour du football au Canada, le soccer, comme on dit ici. À noter que depuis le début du tournoi olympique, il y a eu plus de 20 000 spectateurs en moyenne. Et que l'autre jour, ici même, on a battu le record pour un match de football avec, je crois, 42 000 spectateurs. Aujourd'hui, il y en a peut-être 45 000. Et pour la finale, sans aucun doute, le stade sera plein. Les Allemands, ils sont très dangereux, vont sans doute obtenir un nouveau corner. Non. Un centre. Il y a 5 joueurs soviétiques à l'attaque, cela peut être dangereux. Non, la tête de Kolotov était juste à côté des buts gardés par Kroy, Jürgen Kroy. Alors que je vous l'ai dit, on nous montre souvent les remplaçants. Là, ce sont ceux de la RDA, allemands ou soviétiques. Le réalisateur du football ici aime bien montrer la foule et le banc des remplaçants. Hoffmann, il est tout seul, il est un peu isolé là. C'est normal qu'il ait perdu la balle. Voilà, je pense qu'on va donner la balle à Blokin. C'est Troshkin. Non, Blokin est resté en arrière. On a cherché Veremeyev. En fait, c'était Minaev. Et maintenant, Kiché, Gerd Kiché. Pour Kurzweil. Et le fameux Dorner. L'inlassable Dorner. Oh, on tape n'importe comment en avant. Un soviétique contre 3 Allemands. Alors les soviétiques font n'importe quoi. 0-0 après presque une demi-heure de jeu. 29 minutes pour être précis. Et remise en jeu effectuée par Dorner. Si à l'issue du temps réglementaire il y avait 0-0, il y aurait une prolongation de demi-temps de 15 minutes. Blokin qui joue au centre maintenant. Ah là, l'arbitre, monsieur Dorantes du Mexique, a eu tort. Il aurait dû laisser l'avantage à Blokin qui avait conservé le contrôle de ballon et qui pouvait tirer de 20 mètres. Vous le voyez, la Blokin à droite sur votre écran. Alors que je pense le coup franc va être tiré par... je ne sais plus par qui, parce que ça s'est passé tellement loin. Non, un tir contré par la défense allemande. Et une attaque maintenant de Troshkin. Un centre de Troshkin. Une tête de Veremeyev. Pas de danger, non, pas de corner, dit le juge de ligne. L'un est du Guatemala, monsieur Regalado. Et l'autre est canadien, monsieur Fusco. C'est Kish, Gerd Kish, qui a la balle. On cherche Hoffmann. Un ailier très rapide, le voici, très décidé, qui a un tir terrible du gauche. Ah, et le tir est contré. Tir contré par Veremeyev, le numéro 10. Et c'est un nouveau corner.
Depuis le début de la rencontre, je pense que les Allemands de l'Est ont bénéficié d'une dizaine de corners. Voyez Hoffmann qui va être contré par Veremeyev qui arrivait de l'arrière. 10 corners à 2 ou 3. Et pour l'instant, on peut dire que les Allemands de l'Est dominent. Ils font la plupart du temps la loi au milieu du terrain grâce à Lauck, grâce à Kurzweil. Et ils bénéficient surtout de l'appui offensif de leurs libéraux Dorner. Alors que cette équipe du RSS, qui est pourtant composée des meilleurs joueurs de l'Union soviétique, se cherche. Vous n'avez pas vu encore le grand Blokin. Il joue la plupart du temps au milieu de terrain. Il n'est presque jamais en pointe. C'est une tactique un peu curieuse. Peut-être que les soviétiques comptent sur les contre-attaques pour surprendre les Allemands de l'Est. Veremeyev. Non, le centre est trop appuyé. Pas de problème, alors qu'on nous remontre les Allemands de l'Est, et notamment Georg Burchner, l'entraîneur. Loin avant pour Kish, Gerd Kish. Hoffmann. Hoffmann, regardez-le bien, Hoffmann. Il faut 3 joueurs pour l'arrêter. Et bien sûr, une faute là de Reshko. C'est un coup franc, un petit corner, comme on dirait au hockey sur gazon. Car au cours de ces Jeux Olympiques, on s'intéresse à beaucoup de sports, notamment au hockey sur gazon, ce qui nous permet de redécouvrir les joies du petit corner. C'est un petit corner, donc, là, pour les Allemands. Enfin, un coup franc. Car le petit corner existera peut-être en football. On l'a déjà essayé lors d'un tournoi junior à Monaco. Oh! Et oui, le tir, là, paraît anodin. Mais tout de même, Stapowski a eu du mal à bloquer la balle, car, je vous le rappelle, le terrain est glissant. La pluie a cessé maintenant, mais il a plu pratiquement toute l'après-midi sur Montréal. Voilà, les Soviétiques maintenant à nouveau à l'attaque par Matvienko, qui a donné à Minaev en position d'ailier gauche. Mais encore Dorner qui a surgi pour lui prendre cette balle. À 3 Soviétiques contre un Allemand, c'est beaucoup. Mais là, les Soviétiques s'affolent un petit peu. C'est assez incompréhensible, car il y avait 3 Soviétiques contre un joueur allemand. Et on l'a mis en touche. On est peut-être un peu nerveux. Encore Dorner, toujours lui, qui a cherché Hoffmann, qui a trouvé Trochkin. Mais les balles est toujours aux Allemands. Et oui, toujours aux Allemands par Schad. J'allais dire, c'est un corner, non, c'est une touche. Remise en jeu effectuée par Kish, non. L'arbitre dit que la remise en jeu était irrégulière, et c'est Trochkin. Et oui, les Allemands sont plus rapides sur toutes les balles. Attention, ça peut être dangereux. Oh, c'est un miracle. Il n'y ait pas eu de but. Une sortie un peu aventureuse d'Astapowski. Et la balle est sortie en 6 mètres. Vous allez voir cette action. À nouveau, vous voyez, Astapowski rate la balle. L'Allemand essaie de la renvoyer, mais non. La balle heurte le filet, mais à l'extérieur. C'était en tout cas un beau déboulé de M. Hafner. Mais les Soviétiques ont eu chaud, car Astapowski avait raté la balle. Et même si Matvienko était bien placé, il aurait pu y avoir but. Toujours 0-0, oui, on nous le répète, après 35 minutes de jeu. Ah, Blokin. Oh, il tire, mais vraiment un tir sans conviction.
Jürgen Kroy, le gardien de but allemand, n'était vraiment pas en danger. Domination donc des Allemands de l'Est qui mènent au point, mais en football, cela ne sert à rien de mener au point, alors que là vous voyez Weise, Konrad Weise, pour Hans-Jürgen Dorner. Oh, un contre favorable à Minaef. Mais la balle sort en touche. Quiche. Longue balle en avant. C'est du hurrah football. On frappe fort et loin. Évidemment, cela nous change de la virtuosité des Brésiliens ou même du football très technique des Polonais. Et là, je ne parle bien sûr que des 4 demi-finalistes. On tape n'importe où. C'est quand même un peu étonnant. Contrôle de Hafner. Ah, tout de même. Une passe à terre pour Veremeyev. Blokin est en position d'ailier gauche. On préfère tirer. Eh oui, le tir était assez puissant, mais Jürgen Kroy était là. Chad. Ah, vous allez voir là maintenant le ralenti. Ah, le tir. Eh oui, c'est bien joué. C'est de bonne guerre, si je puis dire. Car lorsque la pelouse est glissante, si l'on tire devant le gardien de but, si la balle frappe l'herbe devant le gardien de but, le rebond capricieux, en tout cas très rapide, peut surprendre le gardien de but. Voilà, un Allemand de l'Est qui vit ses crampons, peut-être va-t-il entrer en jeu, car évidemment on a intérêt à être bien cramponné pour jouer sur un terrain assez lourd, car maintenant cette belle pelouse du stade olympique, eh bien, est un peu abîmée par les crampons précisément des joueurs. D'ailleurs, ce stade ici nous rappelle le Parc des Princes, en plus grand bien entendu. Il faut dire que l'architecte est le même. Alors que là vous voyez Courjouweit, longue balle en avant à destination de Hoffmann, l'attaquant allemand le plus dangereux. Un arrière pour Dorner. Reinhard Lauck. Gerd Kiesche. Et maintenant Wolfgang Löwe. Qui préfère laisser la balle à Lauck. Les Allemands jouent mieux que les Soviétiques. Ils s'engagent davantage, ils sont plus rapides. Cette équipe du RSS qui déçoit un petit peu. Car certes, elle s'est qualifiée pour les demi-finales, mais après avoir battu péniblement le Canada par 2-1 et de justesse l'Iran par 2-1. Alors que la Allemagne de l'Est, on s'en souvient hélas, a battu la France de belle façon par 4-0. L'intervention de Kish, très sûr en défense. Löwe est à terre, la faute est à Rechko, mais l'arbitre estime que la faute n'est pas grave, alors qu'on nous montre en incrustation le numéro 13, Féodorov. Et l'équipe de France de football l'a appris hélas à ses dépens, qui a encaissé 4 buts contre précisément la République démocratique allemande. Voilà un beau plan. La deuxième mi-temps ne va pas tarder à commencer. La flamme olympique. Et oui, il est difficile d'échapper aux moyens d'information, de vous cacher un résultat. On l'a vu à l'incrustation et maintenant le haut-parleur du stade annonce Brésil 0, Pologne 0, alors que le coup d'envoi a été donné depuis
10 secondes entre la RDA qui joue maintenant à gauche, qui a toujours bien sûr un maillot blanc, et le soviétique en maillot rouge à droite, alors que c'est Minaev qui attaque. Onichenko, Veremeyev. Eh oui, on se croirait au Dynamo de Kiev. Blokin, Onichenko, Veremeyev. C'est Veremeyev qui va effectuer la remise en jeu de la touche. Pour Blokin. Non, Blokin est plus le joueur qu'on a connu l'an dernier. Sa pointe de vitesse est un peu émoussée. N'oublions pas qu'il a été sacré meilleur joueur européen la saison dernière. Il a du mal à confirmer ce titre. Reschko n'a plus que dégagé en touche, pressé par Kish. Alors qu'on nous montre encore une fois, alors que l'action pourtant était dangereuse, le banc des remplaçants, c'est le péché mignon des réalisateurs ici. On aime beaucoup montrer le banc des remplaçants et de l'entraîneur. Ah, une attaque de Minaev et un corner, non. 6 mètres, dit le juge de ligne, Monsieur Fusco du Canada. Dégagement par Jürgen Kroy. Un excellent gardien de but pour Reinhard Lauck, l'organisateur de cette équipe avec Kourjouvait. Pour l'instant, ce sont eux qui dominent au milieu du terrain. Vous savez que dans le football moderne, tout part du milieu du terrain. Mais encore faut-il marquer des buts. Touche par Lauck. Numéro 7 allemand, c'est Heidler, Gerd Heidler. Oh, Veremeyev, un vilain geste. Oui, il lève la main pour signaler sa faute contre Kourjouvait. Je pense que l'arbitre va lui donner un avertissement. Voilà, carton jaune. Deuxième carton jaune pour les soviétiques. Là, vous allez voir la faute. Kourjouvait avait la balle. Et là, oui, Veremeyev le fauche. Deuxième carton jaune pour les soviétiques. Non, la faute est donnée à Kourjouvait. C'est un peu... Je comprends pas très bien. Ah si, attention, la première faute était commise par Kourjouvait, mais on a donné un carton jaune à Veremeyev pour s'être vengé lui-même. On ne se fait pas justice soi-même. Veremeyev, encore lui, qui donne loin en avant à Onichenko. Une passe trop appuyée. Et les Allemands de l'Est remettent en jeu pour Kroy, Jürgen Kroy. Dorner. Le petit Dorner. Mais à la grande vitalité. Ah, ça peut être dangereux là. Il est tout seul, il n'est pas hors jeu, Hoffmann. Un tir terrible bloqué par Astapovski. Ah, Hoffmann est en position de dévier droit. D'habitude, il est à l'aile gauche. Mais dans le football moderne, vous savez que les ailiers permutent très souvent. Ils sont au centre, à gauche, à droite. Et tout de suite, la contre-attaque des soviétiques. Par Blokin. Oh, qui tire complètement à côté. Ah, Blokin va vite. Il a conservé sa pointe de vitesse. Et là, nous allons revoir cette action de Hoffmann, qui était vraiment à la limite du hors-jeu. Un tir très appuyé, qu'Astapovski n'a pu bloquer, et finalement qui a été dégagé par Trochkin. Et tout de suite après, c'était Blokin qui était dangereux, et qui a failli marquer pour l'Union soviétique. Cela nous rappelle un petit peu, alors que là, c'est Zviagintsev qui est à l'attaque. Zviagintsev, position dédiée gauche, qui centre trop fort. La balle va sortir en touche, à moins que l'Allemand Weiss s'en saisisse, ce qui est le cas. De nouveau, les Soviétiques ont la balle. Ah, ils ont passé la vitesse supérieure, les Soviétiques. On cherche Blokin en position d'avant-centre et une faute. Non, ce n'est pas un pénalty. La faute a été commise par Kiché sur Onichenko. Coup franc très dangereux. À la limite des 16 mètres. Et un coup franc
que, à cette distance que réussit souvent Jean-Michel Larquet, le Stéphanois. Voyons la faute sur Onichenko, la faute de Quiche, alors que le coup franc va être tiré par qui? Là, je me penche pour mieux voir. Très souvent, c'est Blokin qui tire ce genre de coup franc. Je pense que c'est lui. Oui, Veremev est à gauche. Au-dessus, nettement au-dessus. Nettement au-dessus, ce coup franc qui finalement a été tiré par Bouriac. Oui, Blokin a fait semblant de tirer le coup franc. Vous voyez, Bouriac, alors que Blokin était derrière lui. Alors nettement au-dessus, complètement raté. Donc ce n'est pas un coup franc à Jean-Michel Larquet, qui lui marque le but ou passe plus près de la cage. Sans être chauvin, bien entendu. Voilà, on donne toujours la balle à Locke, au centre du terrain, ou à Kurzweit. Les Allemands qui attaquent. Alors Kaufmann est en position d'avant-centre. La balle n'est pas sortie, non. Astapowski, un très bon gardien. Donne à Veremev. Il attend Veremev que d'autres attaquants viennent l'assister. Il y a Blokin qui est au centre. Blokin qui joue maintenant en retrait. On ne voit pratiquement pas à l'aile gauche. Il se reconvertit peut-être en homme de milieu de terrain, ce serait quand même un peu surprenant. Car Blokin reste toujours un avant de pointe très dangereux. Mais la plupart du temps, il joue en retrait. Certes, il aime partir de loin pour profiter au maximum de sa pointe de vitesse. Et on vous rappelle qu'il y a 0-0 après 10 minutes de jeu en seconde mi-temps. Dans la deuxième demi, comme on dit ici. Le voici précisément Blokin en position d'ailier droit. Et je vous l'ai dit, il a toujours sa pointe de vitesse. Quand il part de loin, il est très dangereux. Que va-t-il faire? Centrer sans doute. Ah, le centre est raté. Et pourtant, il y avait Minaev qui était tout seul au centre. Mais on a vu une fois de plus la pointe de vitesse de Blokin à l'aile droite qui a tout de même conservé de Borès. Et les Allemands attaquent tout de suite. Heureusement que Trochkin était là. Ah, ça va très vite maintenant. On sent que la décision va sans doute se faire dans les minutes qui suivent. Des deux côtés, on veut la victoire, alors qu'on nous remontre les Allemands de l'Est sur le banc des remplaçants. C'est un spectacle, j'allais dire passionnant par ironie. C'est une manie du réalisateur. Marquez, cela facilite sans doute après le montage pour les émissions du lendemain. Car cela fait de très beaux plans de coupe. Ah, t'es bien trop petit, mon ami. Disons que le centre était un peu trop appuyé, la passe. Toujours 0-0. Vous voyez Minaev qui s'est fait contrer. Soviétique toujours à l'attaque par Bouriac. Minaev qui a Veremev derrière lui, il préfère essayer de passer tout seul. Finalement, Veremev contrôle la balle. Un centre qui ne trompe pas Kroy Jurgen. Le marquage est très très serré. C'est un marquage individuel. On trouve quand même un joueur démarqué. Il y a 4 soviétiques pour un Allemand. Hoffmann, oui, hors-jeu. Hors-jeu. Le public a crié, pensant que Ahmoud Chad allait marquer le but. Mais là, il était nettement hors-jeu sur cette passe de Hoffmann. Pas de problème. De toute façon, le but n'était pas marqué. Vous allez voir la passe de Hoffmann et vous allez voir un monsieur tout seul. Voilà, vous ne verrez rien du tout.
car la deuxième caméra était mal placée. Soviétique à l'attaque, mais très mauvaise passe. Voilà, on joue un peu à toi à moi, qui perd gagne. Ce sont les Allemands maintenant qui attaquent par Heidler. Lové. À nouveau Lauk. En retrait pour Dorner. On cherche Quiché. On le trouve. Centre contré, c'est une touche, pas un corner. Quiché. Qui cherche un partenaire là. Voilà, il l'a trouvé. Oh, que ça peut être dangereux. Oh là là, ce tir. Oh, le tir de Heidler. Que siffle l'arbitre? Penalty. Non. Non, c'est un hors-jeu. J'ai cru à un moment que l'arbitre sifflait penalty. Ben oui, c'est un penalty. À côté de moi, on me dit c'est un hors-jeu. Pas du tout. Penalty. Nous aimerions bien revoir cette action au ralenti. Car vraiment, j'avoue n'avoir pas très bien compris. Un de mes confrères de l'Eurovision à côté me dit hors-jeu. Et non, j'avais bien dit penalty au début, je ne m'étais pas trompé. J'avais interprété en tout cas le geste de l'arbitre, alors que c'est Dorner, le numéro 3, Jürgen Dorner, qui va tirer ce penalty. 11e minute de jeu en seconde mi-temps. Penalty. J'espère que tout à l'heure on nous montrera la faute du soviétique qui n'était pas tellement apparente sur un centre qui paraissait un peu anodin. Et voici le but. Voilà le but marqué par Dorner. Alors que vous voyez Astapolsky qui est effondré. Je pense qu'il a touché la balle. 1-0 pour l'Allemagne de l'Est. Nous revoyons cette action, ce tir de Dorner. Oui, il a touché la balle à Astapolsky. Il avait choisi le bon côté, le côté gauche. Nous revoyons sous un autre angle. Vous voyez comment il touche la balle. Il a failli arrêter ce tir à Astapolsky. Eh bien, il a plongé du bon côté, à la manière un peu de Marcel Aubourg, le Rémois, qui choisit toujours un côté, qui arrête très souvent des pénaltys. Il a bien failli l'arrêter, ce pénalty. Et si on pouvait nous remontrer l'action qui a permis à M. Dorantes, le Mexicain, d'accorder ce pénalty, nous serions bien contents, car cela s'est passé loin de l'action. L'arbitre est seul juge. C'est un pénalty qui permet à l'Allemagne de l'Est de mener par 1-0 face à l'Union soviétique. Alors peut-être que maintenant le match va un peu s'animer. On joue depuis 13 minutes et l'Allemagne de l'Est a pris l'avantage par 1-0. Un but marqué sur penalty par Dorner. Non, on nous remonte le penalty. C'est la 4e fois. Voyez? Ah oui, il la touche, cette balle. Et le but est quand même marqué. Et revoici Dorner, l'auteur du penalty. Bravo pour le réalisateur canadien et pour le caméraman, bien sûr, qui tout de suite après ce penalty montré au ralenti a trouvé Dorner. Il faut dire qu'il avait la balle. Ah, les soviétiques maintenant vont prendre le match en main par Blokin, Veremeyev, Veremeyev, Bouriak, Onichenko. Ce sont tout de même des joueurs qui devraient réussir au moins un but dans un match. Pour l'instant, ils ne sont pas très dangereux. Onichenko. On glisse un petit peu sur la pelouse. Le numéro 12, c'est Bouriak. Contre-attaque des Allemands à 3 contre 3. Oh, le fauchage. Ah, on l'a descendu, j'allais dire proprement. Ce n'est jamais propre de fausser un joueur. Ça fait mal. Chad. Et là, le coup franc n'est pas très dangereux, à 40 mètres environ. Oui, c'est une grosse faute de M. Trochkin. 40 mètres. Ah, sait-on jamais. Rivellino, le Brésilien, marque des buts à cette distance. Avant, il y avait un dénommé Pépé.
qui lui aussi réussit ses débuts. Ben, c'est à 30 mètres en fait. J'ai dit 40 mètres, j'ai un peu exagéré. Alors que le public ici manifeste, il vibre, il apprécie ce match de football dans le mur, comme presque tous les coups francs. Attention à côté. Nous voyons cette action qui a frappé un pied soviétique et là, Astapovski était bien placé. Reshko, Stéphane Reshko. Loin en avant, qui trouve autant, Monsieur Dorner. Heidler. Là, il prend des risques. Chad. Ah, mais effectivement, Chad n'a pas de chance. Chaque fois qu'il y a un coup à prendre, c'est lui qui le reçoit. Là, c'était Matvienko qui a levé un peu trop haut le pied. Et vous voyez Chad, le numéro 14. Nous allons revoir cette action. Voilà. Chad qui contrôle et Matvienko qui va lui prendre la balle sur la tête. C'est très dangereux ce genre de geste. Veremeyev qui n'a pu contrôler la balle. C'est toujours une attaque des Allemands par Chad. Faute encore d'un soviétique, faute de Veremeyev. Toujours sur Chad. On lui en veut à Chad. Voilà, nous revoyons encore Chad. Ah oui, là, c'est une agression caractérisée. Deuxième, et Veremeyev qui en rajoute. Décidément, je ne sais pas que ce que Chad leur a fait aux soviétiques, mais il a du mal à contrôler une balle. Ah là, beau plan du mur soviétique. On se protège, c'est normal. Balle contrée. Et dégagée par Astapovski. Minaev à l'aile droite, il est très rapide lui aussi, un peu moins que Blokin, mais il va vite. Ah, deux Allemands à l'attaque, mais contre trois Soviétiques. Ah, Hoffmann, il continue tout seul. Voilà, maintenant on est à... Oh, le tir de la tête sur la barre. Fantastique tir de la tête sur la barre de Löw. J'espère que nous allons revoir cette action. Alors qu'il y avait deux Allemands seulement contre quatre Soviétiques, Hoffmann a centré et Löw de la tête a tiré sur la transversale. Évidemment, comme les Soviétiques maintenant dominent, tir de très loin par Minaev. Le réalisateur ne nous montre pas le ralenti. Vous avez vu Kolotov là. C'est dommage que nous n'avons pas vu cette action. Je pense que nous allons le revoir maintenant. Oui, vous allez voir le centre de Hoffmann du pied gauche et de la tête. Löw. Vraiment une tête formidable. Ah, on ne voit pas Löw. Et on ne voit pas le tir. Alors voilà, on revoit sous un autre angle. Le centre de Hoffmann et la tête de Löw, le numéro 13, sur la transversale, alors que Astapovski était battu. Ah, les Allemands ont bien failli mener 2-0. Ça aurait été presque le but de la victoire. Et ils continuent à dominer par Weiss. Les Allemands qui pour l'instant méritent la victoire, méritent en tout cas de mener 1-0 face à une équipe soviétique méconnaissable. On ne reconnaît pas les Blokin, les Onitchenko, les Veremeyev qui nous ont enchantés la saison dernière. Encore une faute énorme et un but. Eh oui, les Allemands, je vous l'ai dit, méritaient un deuxième but. Une faute énorme de la défense soviétique. Deuxième but pour les Allemands de l'Est qui le méritaient bien, puisque lors de l'action précédente, ils avaient tiré sur la transversale. Nous allons revoir, je pense, cette action et ce tir de Lauck. Oui, c'est Lauck qui a marqué le numéro 6 après une faute, vraiment une toile énorme de Trochkin. 2-0 donc pour l'Allemagne de l'Est. Alors qu'on nous dit que c'est le numéro 3, Dorner, oui, qui aurait marqué. Dorner, qu'on n'attendait pas là, alors que c'était... Non, Dorner, oui, je vois afficher Dorner, c'est le pénalty de Dorner, mais là je pense bien que c'est Löw qui a marqué. Eh bien voilà, 2-0 pour l'Allemagne de l'Est. Je vous l'ai dit, l'Allemagne de l'Est qui domine
depuis le début de cette seconde mi-temps. Tout à l'heure, vous avez vu un tir de la tête sur la barre de l'Auve. Et là, le deuxième but allemand. 2-0, les soviétiques, c'est vrai, sont méconnaissables. On ne les reconnaît pas, on ne reconnaît pas cette fringante équipe de Kiev qui l'an dernier avait gagné la Supercoupe face au Bayern de Munich et qui, cette année, a été éliminé par Saint-Étienne, alors que les soviétiques, maintenant, sont encore dominés par les Allemands de l'Est. 2-0, c'est normal, la marque est normale en faveur de l'Allemagne de l'Est, mais enfin, peut-être que maintenant, l'URSS va se réveiller. Blokin, qui ne joue plus à l'aile. Il joue au milieu de terrain, un peu en retrait. Ce n'est peut-être pas son jeu. Et le public ici applaudit les Allemands de l'Est. Sans doute un joueur de l'Allemagne de l'Est, de l'équipe soviétique qui va entrer en jeu. On le masse en tout cas. « 2-0, vous voyez la marque, après 21 minutes en seconde mi-temps. On attend quand même un sursaut de l'équipe du RSS, ne serait-ce qu'un sursaut d'orgueil. Matvienko tire le coup franc, un petit corner, trop appuyé, mais quand même c'est Minaev qui reprend. Les Allemands de l'Est sont plus rapides sur la balle. Jeremejev. Pour Reshko. Et en contre de Hoffman, très replié. Voilà, Fyodorov va effectuer son entrée en jeu, alors que le numéro 4, Fomenko, se prépare lui aussi. Deux remplaçants, donc, dans l'équipe soviétique qui vient d'obtenir un corner. Le numéro 4, Fomenko, le numéro 13, Fyodorov vont sans doute entrer en jeu. Monsieur Lobanovski, l'entraîneur soviétique, bien sûr, va faire entrer des taupes fraîches pour essayer de marquer au moins un but et peut-être qui sait d'égaliser. Pour l'instant, les remplaçants se préparent. Blokin URSS, numéro 11, vous l'aviez sans doute reconnu. Mais il n'a pas fait grand-chose, Blokin. Si, il a une percée sur l'aile droite, mais un mauvais centre. Il faut dire que maintenant, il joue au milieu du terrain, un peu replié. Avant-centre un peu replié, deuxième avant-centre. Il n'est pas tellement son poste. Et au moment où je dis ça, il passe à l'aile gauche. On fait joujou un peu là chez les Allemands. Voilà, je pense que maintenant le changement va s'effectuer. C'est le 13 et le 4 qui entrent. Par qui vont-ils remplacer? Eh bien, il remplace Yagintsev et Trochkin. Voilà. Monsieur Trochkin ayant commis une grosse faute, on l'a sorti. Enfin, je pense que c'est lui qui sort actuellement. Et nous avons vu donc l'entrée en jeu de Fomenko et de Fyodorov. Alors que le haut-parleur ici annonce le changement, vous voyez le numéro 14, Minaev, qui est sans doute le meilleur soviétique aujourd'hui, Minaev. Tranquillement, Reshko donne à Matvienko. « 2-0 pour la DDR, la RDA, l'Allemagne de l'Est, si vous préférez, c'est plus simple. Une marque qui est méritée. Et on voit mal comment les soviétiques pourraient percer cette défense allemande. Ils ont fait appel à deux nouveaux joueurs.
Féodorov, le numéro 13, et Fomenko, le numéro 4. Oh là là, c'est un miracle. Ah, je ne sais pas comment Jürgen Kroy a repris cette balle, mais les Allemands de l'Est contre-attaquent très rapidement. Oui, l'arbitre laisse jouer, il a raison. Et c'est un corner. Fauchage, ou presque un fauchage. Je pense qu'on va revoir cette action de Hafner. Une action un peu floue pour nous. En tout cas, c'est un corner qui va être tiré par Love. Wolfram Love. Bien joué ça, parce que au lieu de tirer n'importe comment une balle très forte, il a cherché la tête d'un de ses partenaires. Qui était Garskisch. Dégagement d'Astapovski, Vladimir. Et toujours les Allemands à l'attaque. Par Dorner. Les Soviétiques maintenant. Et vous voyez qu'à l'aile gauche, il y a maintenant Féodorov, le remplaçant. Ce n'est pas Blokin qui joue toujours au milieu du terrain. Maintenant, il est en position d'avancante, Blokin. Et Féodorov s'est fait prendre la balle. À qui la touche? Aux Allemands. Envisagé effectué par Love. Non, il préfère laisser la balle à Lauk. Encore une touche concédée par Reshko. Il va rester 17 minutes de jeu environ maintenant. Une touche vers MEF. On donne au centre à Reshko. Pas de problème pour Weiss. Eh bien, cela va mal pour l'URSS en sport collectif. Hier, nous avons assisté à une demi-finale de basket, au cours de laquelle la Yougoslavie a battu l'URSS, qui détenait le titre olympique depuis Munich. Et maintenant, les Soviétiques sont menés 2-0 par l'Allemagne de l'Est. Certes, ils arrivent tout de même en demi-finale, ce qui est une bonne performance. Mais enfin, vous savez, dans tous les sports, les Soviétiques visent la médaille d'or et non pas la médaille de bronze comme il a obtenu en basket il y a environ 2 heures face au Canada. Et là, si les Soviétiques sont éliminés, bien entendu, ils rencontreront le perdant de Pologne-Brésil pour la médaille de bronze. Et les Soviétiques attaquent, peut-être qu'en 10 minutes, 13 minutes, disons, ils vont réussir au moins un but, pourquoi pas. Ils n'en donnent pas l'impression pour l'instant. Vous voyez comment le numéro 12, là, Bouriac est emprunté. Il faut dire qu'il y a eu un fauchage, là. Et voilà, on dégage très loin en avant. Tête de Fomenko. Fomenko qui est le libéro maintenant. Il a remplacé Reshko. Mais non, n'importe quoi là de la part de Bouriac. Il n'y a qu'un Allemand à l'attaque maintenant. Un deuxième vient d'arriver. Contre 5 Soviétiques. Et oui, on ne pouvait donner qu'un retrait dans ces conditions-là. Toujours 2-0 pour l'Allemagne de l'Est. En fait, il doit rester 15 minutes, oui, parce que la deuxième mi-temps a commencé avec un peu de retard. Dernier quart d'heure, donc. Et les Allemands de l'Est, toujours avec la balle par Lauk. Voici Lauk. Ouh, Dorner s'amuse, là. Lauk à nouveau. Chad. L'attaque Kish.
Et ils sont très vifs, très rapides, ces Allemands de l'Est. Un peu trop, là. Un peu trop combatif, monsieur Heidler. C'est comme une faute sur Kolotov. On attaque par Bouriac. Côté soviétique, ils jouent ensemble, en maillot rouge, à droite. Jérémie pour Matvienko qui est passé à l'attaque au-dessus. L'URSS domine maintenant. C'est bien normal car cette équipe est menée 2-0 par les Allemands de l'Est. Mais tout part du milieu du terrain. Là, vous voyez en action le numéro 13, Lové. Vous verrez aussi le 6, Lauk. Ah, il est seul contre 5. Ah, il a failli avoir le dessus. Seul contre 5. Mais c'est finalement Reshko qui a eu le dernier mot. Ah non, les Soviétiques font beaucoup trop de fautes en défense. Ils ont déjà pris 2 buts. Il y a eu un tir sur la transversale. Une transversale de Minaev. On cherchait Blokin. On ne le trouve pas souvent. Dorner en retrait pour Jürgen Kroy. Les Allemands de l'Est gagnent du temps. Ils sont pratiquement en finale. À 12 minutes de la fin, ils mènent par 2-0. Matvienko, loin en avant. Ce n'est pas un football bien construit. 3 Allemands contre 5 Soviétiques. Et finalement, c'est Fomenko qui dégage. Fomenko qui, en principe, est titulaire dans cette équipe du RSS, qui ne jouait pas en première mi-temps, qui est entré en jeu depuis 10 minutes, et qui donne tout de même un peu d'assise à cette défense. Peut-être est-il blessé. Enfin, en tout cas, son manager pensait qu'il n'était pas rétabli, mais pour l'instant, il joue très bien. C'est lui là qui vient de dégager. Il joue au poste de libéraux. Alors que M. Gerd Heidler a du mal à se relever. C'est le 5e match que jouent les footballeurs depuis 8 jours. C'est beaucoup quand même. 3 matchs en poule de qualification, un match en quart de finale. Et aujourd'hui, le 5e match en demi-finale. Les tournois olympiques en sport d'équipe sont très durs. Dans certains sports, comme le basket ou le volleyball, on joue presque tous les jours. Et en football, tous les 2 jours. Ah, il faut faire vite maintenant dans le camp soviétique. Matvienko, car il ne reste plus que 10 minutes à jouer. 10 dernières minutes et toujours 2-0 pour l'Allemagne de l'Est. Qui attaque par Minaev, qui aurait été le meilleur soviétique. Vous voyez, il est en position d'ailier gauche. Bien placé pour tirer là. Ah, il veut passer tout seul. Non, ce n'est pas un pénalty de l'arbitre. C'était Matvienko qui était monté à l'attaque. Kolotov se relève. Matvienko lui avait adressé une très bonne passe. Nous allons voir s'il y avait faute sur Kolotov. Non, 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 non. Ah si, la faute est là, oui. Ah là, c'était peut-être un pénalty.
alors qu'un supporter de l'équipe d'Allemagne de l'Est a envahi un peu trop tôt la pelouse, vous le voulez, à droite. C'est curieux parce que je suppose que c'est un supporter de l'Allemagne de l'Est, en tout cas les couleurs de son drapeau semblent le prouver, mais il danse à la manière des soviétiques. Alors que le public l'ovationne et que la police est intervenue, mais avec ménagement. Et oui, quelquefois le football suscite, comme d'autres sports, l'enthousiasme, mais c'est quand même dommage qu'on interrompe une partie. En tout cas, il a réussi à tout jouer la vigilance des gardiens du stade. On le reconduit gentiment à sa place ou en dehors du stade. Il manifestait sa joie de voir l'Allemagne de l'Est battre l'URSS. Il l'a manifesté un peu à la manière des danseurs de l'Oural. Et oui, on dégage le plus loin possible, comme le fait Kish, alors que l'Allemagne de l'Est s'échauffe. Et que la remise en jeu va être effectuée par Féodorov. Oui, alors qu'on nous signale que le spectateur qui était entré sur le terrain n'est pas un Allemand de l'Est. C'est un Ukrainien dissident. Vous savez que ces Jeux de Montréal sont un peu les jeux de la politique, avec l'affaire Formose, avec les Africains qui sont partis. Et depuis quelques jours, alors que les Soviétiques la dominent et que l'arbitre fait un pénalty, je pense. C'est la journée des pénaltys. Je crois que oui, l'arbitre a sifflé un pénalty en faveur des Soviétiques. Nous allons voir un peu ce qui s'est passé alors que je vous parlais de la manifestation d'un joueur. Oh oui, là, on l'a envoyé promener là. Donc c'est un pénalty pour l'Union soviétique. À 7 minutes de la fin du match, l'intérêt rebondit. Un pénalty, oui. Un pénalty de chaque côté qui en principe devrait être tiré. Nous trouvons comme vraiment très très loin. Devrait être tiré par Kolotov. Oui, je pense que c'est lui qui le tire. Et c'est marqué, réussi. 2-1 donc. Oui, je disais donc que c'était un Ukrainien et c'était difficile à reconnaître. Car la République d'Ukraine, qui fait partie de l'Union des républiques socialistes soviétiques, enfin, certaines personnes qui font partie, vous voyez, c'est bien Kolotov. D'habitude, c'est lui qui tire les pénaltys pour l'équipe du RSS, mais d'où nous nous trouvons, nous sommes à 200 mètres de l'action, mais c'est bien Kolotov qui a réussi ce but, qui permet donc à l'URSS de revenir à 1-2. Eh bien, les Ukrainiens se manifestent beaucoup ici, enfin, des Ukrainiens dissidents, qui ont demandé au CIO que l'Ukraine soit représentée au jeu, comme elle est représentée à l'ONU. Enfin, oublions cet incident et ces affaires politiques pour revenir au sport. Car ce match redevient passionnant. 2-1 pour l'Allemagne de l'Est, un tout petit but d'avance, alors qu'il reste maintenant 6 minutes à jouer. Les 6 dernières minutes, nous revoyons le pénalty sous un autre angle. Et les Soviétiques dominent maintenant. Un pénalty de chaque côté. Le premier but a été réussi par l'Allemand Dorner à la 59e minute. Sur pénalty. C'est ensuite Kurzuvait qui a marqué le deuxième but à la 66e. Et à 6 minutes de la fin, attention, c'est dangereux. Oui, pourquoi pas l'égalisation. Oh, la sortie extraordinaire de Kroos-Jurgen. On croyait au but égalisateur. Le pénalty a été reçu par Kolotov pour l'Union soviétique. Donc la RDA ne mène plus que par 2-1. Nous allons revoir cette action. Vraiment très dangereuse. Ah oui, du bout du pied, Kolotov n'a pu que toucher cette balle, repoussée par Jürgen Kroos, alors qu'un joueur allemand est blessé. Il s'agit de Weiss, c'est écrit dessus. Le numéro 4, oui, c'est bien Weiss. Konrad Weiss. Et il reste 5 minutes à jouer. J'espère que l'arbitre, M. Dorantes du Mexique, alors que vous voyez Kolotov, le soviétique, auteur du penalty, qui est sorti là. Je pense qu'il va être remplacé
Non, on nous signale Kolotov, c'est Hafner en fait, le numéro 9. Le réalisateur a confondu. Oh là là, ça chauffe, ça chauffe. Un tir terrible, détourné de la tête, Inès Remise, un tir de Reshko. Et c'est un corner. Là, les soviétiques font le forcing alors que c'est Hafner, c'est Riediger, le numéro 9, qui va entrer en jeu, le numéro 9. On nous avait annoncé Kolotov. Kolotov, c'est le numéro 9 soviétique. Il va remplacer Weiss qui est blessé, Weiss qui est sorti. Pour l'instant, l'arbitre refuse le remplacement. Voilà, Weiss, le numéro 4, vous le voyez. Non, il est rétabli, donc pas de remplacement. Vous ne verrez pas en jeu monsieur Riediger, qui était pourtant prêt. La blessure de Weiss n'est pas grave, il préfère rester. Et toujours les soviétiques à l'attaque, qui dominent, qui veulent à tout prix égaliser. Reshko pour Matvienko. Et on remet tout dans le paquet. Ah, c'est terrible. Et un tir de Veremev à côté. Ah, le match maintenant devient passionnant. Il reste 3 minutes à jouer, sans compter les arrêts de jeu. Et la RDA, la République démocratique allemande, ne mène plus que par 2-1 après le pénalty réussi par Kolotov. Et les soviétiques font le pressing, ils dominent. Des Allemands de l'Est qui paraissent un peu fatigués, qui n'en peuvent plus et qui essayent de tenir au moins pendant encore 3 minutes. Fomenko, loin en avant. Blokin, ailier droit là-bas. Mais c'est finalement Kish qui dégage en touche. Et oui, on gagne du temps. Le public siffle. 20 minutes et quelques secondes. Les soviétiques toujours à l'attaque. Toujours dans le camp des Allemands. Longue balle en avant. Très dangereux. Qui arrive de l'arrière. Un Allemand mais un soviétique est plus prompt. On joue sur un camp en ce moment. Minaev. Toujours des longues balles en avant. Les Allemands s'affolent un petit peu et dégagent en touche. Et le public siffle. Les 45 à 50 000 spectateurs du stade olympique en veulent pour leur argent. Ils souhaiteraient une égalisation des soviétiques. Toujours la longue balle en avant. Minaev qui est tout seul. Rate complètement son tir. C'était presque un centre tirant. On dégage n'importe comment. Pour Fomenko. Ça va repartir du côté soviétique. Et oui, les spectateurs voudraient bien une prolongation après tout. C'est gratuit la prolongation. C'est un supplément gratuit. Toujours les longues balles en avant. Et toujours des Allemands un peu affolés. Ah oui, même Jürgen Kreuz s'affole un petit peu. Il contrôle la balle en 2 temps. Il reste 1 minute. 1 minute, moins les arrêts de jeu. Voyez, il a raté son contrôle face au soviétique Féodorov, un homme frais puisqu'il est entré qu'en deuxième mi-temps. Et c'est un peu la confusion là dans le stade. Oui, une faute commise par un soviétique qui a levé le pied sur le gardien de but. C'est interdit pendant qu'on vous passez le ralenti. 1 minute à jouer. 2-1 pour la RDA qui enfin franchit la ligne médiane. Cela fait un moment que les soviétiques étaient dans le camp des Allemands. Vous voyez Lauk, le numéro 6, qui a fait la loi au milieu du terrain. Voilà, les Allemands soufflent un petit peu. Ils mènent d'un but, 2-1, un tout petit but d'écart. Alors que maintenant le temps réglementaire est pratiquement écoulé. J'espère que l'arbitre a tenu compte des arrêts de jeu. C'est fini, non, il n'a pas tenu compte des arrêts de jeu. Et donc l'Allemagne de l'Est, l'URSS se qualifie pour la finale du tournoi olympique de football grâce à un but de Dorner marqué à la 59e minute. Un but marqué par Gourjouvaït à la 59e minute, alors que Kolotov, lui, a sauvé l'honneur des soviétiques sur penalty à 6 minutes de la fin. Donc la RDA a battu la URSS par 2-1 et s'est qualifiée pour la finale. À vous, Georges Decaune, à Paris. Merci Jean Rénal. J'ai le temps de donner quelques informations. Une bonne nouvelle, les fleurettistes françaises, les représentants du fleuret français
Les représentantes sont en demi-finale. Elles ont battu la Pologne, elles vont rencontrer demain la Hongrie, c'est-à-dire la meilleure formation vraisemblablement, mais vous savez qu'elles ont déjà battu souvent la Hongrie cette année. Donc c'est une excellente nouvelle. Une autre nouvelle qui concerne le water-polo, qui est une bonne nouvelle pour la Hongrie, l'Italie et la Hollande, qui finissent le tournoi de water-polo dans cet ordre, l'Italie étant médaille d'argent au but marqué, au bénéfice de ses buts face à la Hollande. Patrick Abada n'est pas 5e à la perche, en réalité il est 4e. On a rectifié le classement du perchiste français. C'est un classement tout à fait inattendu et flatteur, et il est agréable de le souligner. Si l'on